Et il est Korutaku et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un nouveau concept que j'ai jamais vu sur la communauté Inazuma Eleven française. Alors je l'ai vu dans d'autres pays et je l'ai également vu sur internet. Malheureusement, c'est plus basé sur l'humour ou alors sur les secrets du jeu. Moi, je veux vraiment faire sur l'horreur. C'est d'ailleurs le youtubeur Feldup qui m'a donné envie de faire une vidéo consacrée à ça. Donc on va faire une vidéo sur l'iceberg d'Inazuma Eleven. Mais avant de commencer, il faut que je vous dise qu'est-ce qu'est l'iceberg, ou le mème de l'iceberg en lui-même. Le mème de l'iceberg, en fait, c'est-à-dire qu'on va prendre par exemple un jeu vidéo ou une série, et qu'on va commencer au début de l'iceberg avec des choses plutôt soft. On va finir dans les eaux les plus sombres possibles en dessous de l'iceberg, avec des choses totalement creepy ou des choses qu'on ne savait absolument pas sur la série. Je veux vraiment me baser sur l'horreur pour Inazuma Eleven, surtout que c'est un concept que j'ai jamais vu et que je voulais vraiment additionner deux choses que j'aime, donc Inazuma et l'horreur. Sur ce, j'espère que vous êtes prêts et que vous avez également compris de quoi on va parler. Et on va commencer sans plus tarder, et c'est parti. Ah oui, donc oui, je vous préviens, on va directement se mettre dans l'ambiance, donc oui, le décor a changé. Et je vous fais montrer du coup mon iceberg, totalement fait par moi. Je tiens également à dire que je me suis également inspiré de cette vidéo de ce youtubeur, afin de ne pas être accusé de plagiat. Je tiens également à dire que je mentionnerai le youtubeur lorsqu'il s'agira d'arguments que j'ai trouvés à partir de sa vidéo. J'en ai trouvé uniquement deux du coup, comme je vais vous le dire par la suite. Et je les mentionnerai afin de vous faire comprendre que la plupart des arguments, je les ai trouvés par moi-même. J'ai uniquement utilisé deux choses dans sa vidéo, et voilà. Donc sur ce, je vous laisse regarder du coup mon iceberg, vous pouvez mettre sur pause si ça vous intéresse. C'est tout ce dont on parlera dans la vidéo. Ça va également peut-être vous apprendre des choses que vous ne savez probablement pas sur Inazuma. C'est également le but de la vidéo, de apprendre des choses que vous ne savez pas. Et je suppose que c'est des choses vraiment importantes que les fans d'Inazuma attendent. Donc voilà, donc maintenant que vous avez regardé, on va commencer sans plus tarder. Voilà, donc on va vraiment passer par le côté ciel ou sur la surface de l'iceberg. Donc pour le moment tranquille, et du coup au fil de la vidéo, on va tomber sur des choses un petit peu plus sombres. Donc les sacrifices et les blessures, la violence, etc. comme je l'ai dit au début. Je veux parler par exemple de notamment Nathan qui s'interpose face à la Royal Academy quand Marc se prend des ballons dans la gueule, tu vois, c'est un exemple. Ou par exemple les entraînements des personnages un peu surcheatés, par exemple Marc avec son pneu. Donc voilà, donc c'est pas énormément choquant. En même temps, on est au tout début de l'iceberg, mais c'est pour vous dire que du coup, ça va être crescendo. Et donc là, on commence par des trucs un peu basiques. Donc là, un petit peu de blessures et de violence dans Inazuma. Voilà. Donc l'équipe occulte est une équipe qui a fait son apparition dans les épisodes 4 à peu près de la première saison d'Inazuma Eleven. La particularité de cette équipe, c'est qu'en fait, elle se base vraiment sur le côté hanté, bref, très flippant en fait. Et par exemple, notamment le coach qui fait des genres de rituels durant le match pour faire leur super tactique, je ne sais plus le nom, ok. Et voilà, et donc une équipe qui fait vachement flipper et qui veut vraiment pousser sur le paranormal, etc. Alors c'est pas énormément flippant, c'est surtout même intéressant de voir une équipe basée sur l'horreur, mais c'est vrai que ça peut être flippant pour certains et que c'est pas le côté de Inazuma. On a vraiment une équipe basée sur le paranormal, voire la seule de l'anime, et c'est vraiment intéressant de voir ça en fait. C'est bon, on a fini avec les deux premiers trucs un peu basiques d'Inazuma. Maintenant, on va se consacrer un peu plus dans le côté impur d'Inazuma. Je parle évidemment du nectar des dieux et de la pierre Alus, entre autres le dopage dans Inazuma Eleven. Si vous êtes au courant, le nectar des dieux était donc la boisson que buvaient les joueurs de Zeus et qui donc se dopaient
et n'utilisaient pas leur véritable capacité physique, également comme les joueurs d'Alus Academy qui vont donc se doper à la météorite, à l'exception de Genesis, mais voilà, entre autres, il y a du dopage dans Inazuma Eleven, ce qui n'est pas censé être réellement consacré pour les enfants. Donc maintenant on va passer au personnage de Redark. Donc, le personnage de Redark, c'est le principal criminel d'Inazuma Eleven, l'antagoniste qu'on nous présente au début de l'histoire et qui va être le plus important par la suite. Et donc c'est un énorme criminel qui a notamment été connu dans l'histoire pour avoir notamment provoqué l'accident des Raymond du passé, etc. Et donc ça peut être particulièrement choquant de voir des crimes, de savoir des choses et d'avoir un criminel du coup en tant qu'antagoniste pour la série, même si la plupart d'Inazuma Eleven, les antagonistes sont des criminels. Bref, voilà. Et donc c'est un homme qui peut paraître flippant dû à ses crimes, etc. Et voilà. Donc encore une fois, rien de bien méchant, c'est tout bonnement en fait le scénario de la saison 2, puisque en effet pour accueillir de nouveaux personnages, et ben certains doivent s'en aller, et donc là le scénario prévu ça a été la déprime des joueurs, dont notamment par exemple Steve, etc., qui se feront directement défoncer par Alus Academy, par la tempête des Gémeaux, ou encore Nathan et Todd qui vont abandonner parce qu'ils ont soif de puissance, et donc qui vont se réconforter à la pierre Alus à la fin de la saison. Donc ça peut paraître pas du tout flippant, enfin c'est pas flippant, c'est juste que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les animés pour enfants, et là ça veut vraiment représenter à quel point l'humain veut du pouvoir, etc. Et donc c'est très très intéressant, voilà. Maintenant, on va descendre un peu plus dans l'iceberg et on va se consacrer à des choses un petit peu plus flippantes. Là, c'était vraiment soft, hein, on peut voir vraiment que c'était super. Je tiens également à le dire que ça sera un iceberg et pas énormément flippant non plus, puisque Inazuma Eleven est un Kodomo, donc un animé pour enfants. Mais pour le moment, c'était vraiment les choses les plus soft que j'ai pu trouver. Et maintenant, on va se consacrer vraiment au côté sombre d'Inazuma Eleven en partant sur les eaux claires. Donc les techniques interdites, c'est des choses qui apparaissent dans l'épisode 37 et 38 d'Inazuma Eleven plus précisément, où en effet Mark et Jude, du coup, enfin Raymond en général, va se retrouver face à la nouvelle Royal Academy de Redark, et on verra qu'il y a King et Samford qui pourtant avaient juré de ne pas retourner collaborer avec Redark et décident de rejoindre la nouvelle Royal Academy en utilisant des techniques interdites qui pourront les pousser à des blessures, voire carrément à des malaises, voire pire, jusqu'à la mort, on ne sait pas. Et ça a été très choquant, ça m'a beaucoup marqué quand j'étais petit, parce qu'on voyait en fait, ça voulait, comme pour les personnages de Déprime Inazuma Eleven 2, vraiment représenter le pouvoir que veut l'humain, et c'était vraiment très incroyable, et ça m'avait beaucoup marqué de voir ces personnages donner leur vie juste pour un match de foot. Donc deux personnages énormément connus par les fans d'Inazuma Eleven et sûrement les plus appréciés, qui donc en termes de psychologie possèdent une double personnalité. La double personnalité, c'est vraiment une maladie qui existe vraiment, et c'est très grave, et donc la mettre ça dans un animé, ça peut paraître assez choquant. Parce que, en effet, c'est une maladie et ça se rapproche un petit peu de la folie. Et donc là, on peut voir à peu près deux personnages qui sombrent dans la folie, qui se prennent pour leur frère parce qu'ils n'ont pas supporté de le perdre, tout simplement. Et donc voilà. C'est très beau et ça peut paraître également assez flippant. Donc maintenant on se calme un peu plus et on part sur quelque chose d'un peu moins sombre. C'est simplement que les personnages décédés dans la licence originale d'Inazuma Eleven sont présents et sont pas décédés dans la licence d'Inazuma Eleven RS. Donc ça fait très bizarre de voir des personnages qui sont censés être décédés dans la saison, dont notamment Aiden Frost ou Xavier Schiller. Moi particulièrement, ça m'a pas choqué de les voir, au contraire c'était très intéressant de les connaître malgré leur mort parce qu'on pouvait pas le savoir dans la licence originale, et donc voilà en fait.
Donc oui, c'est un danger pour les enfants parce que on peut penser par exemple aux entraînements dans Inazuma Eleven. Donc celui auquel j'ai pensé pour cet argument, c'est notamment celui de Marc avec un pneu. Ça peut vraiment pousser des enfants très jeunes à s'entraîner avec un pneu comme leur personnage préféré, qui est notamment représenté comme étant le meilleur gardien de la série. Et donc ça peut les pousser à s'entraîner avec des pneus. Bon, même si les parents sont là pour les empêcher de faire cette connerie, si un gosse trouve un pneu et s'amuse à s'entraîner avec, ça peut aller très loin et il peut succomber à des blessures. Il n'y a pas de message de prévention dans Inazuma Eleven pour prévenir que c'est évidemment un dessin animé et qu'il ne faut pas le refaire, et que quand t'es gamin, et ben t'es très con et que donc tu peux totalement le faire. Bref, donc ça peut vraiment pousser au danger des enfants. Je pense pas que ça soit arrivé, mais ça peut quand même pousser des enfants à des dangers comme celui-ci. Alors en effet, Mark n'a jamais été réellement décédé dans Inazuma Eleven, c'est pour ça que j'ai mis sa mort entre parenthèses. Cette fois-ci, je veux parler de plusieurs choses qui ont pu être marquantes dans Inazuma Eleven, dont notamment par exemple dans les épisodes d'Inazuma Eleven Go Chrono où Mark se sacrifie pour se faire aspirer à la place de Faye, et qui donc va devenir par la suite une pierre Chronostone. C'était très marquant, faut savoir que moi quand j'ai vu cette scène j'avais 8 ans à peu près, et ça m'a vraiment marqué, surtout que Mark c'est quand même le personnage principal qu'on connaît depuis le début, et le voir en quelque sorte disparaître, et ben ça fait un mal de cœur. Également dans le film Inazuma Eleven Go Chrono vs Double Sinky, quand une barrière sombre apparaît, et ben Mark ainsi que toute l'équipe d'Inazuma Japon Evolution essayent de l'arrêter. Malheureusement, ils n'y arrivent pas et ils disparaissent. On voit ensuite également Tenma crier comme un malade. Donc ça peut vraiment représenter leur disparition comme étant mort. Et ça fait flipper. On va maintenant partir sur quelque chose d'un peu plus soft et que la plupart des gens devraient connaître. C'est les anges et les démons, donc à Lyocode dans la saison 3 d'Inazuma Eleven. Donc rien de bien normal, uniquement, vous savez, Sahel et Destra pour former la Dark Team, la Sky Team, etc. Bref, donc rien de bien normal, juste l'apparition de anges et de démons dans Inazuma Eleven. Donc c'est plutôt cool, ça veut même représenter quelque chose, une légende même, et c'est vraiment très intéressant de voir ça dans un animé de football. Et donc voilà, je voulais le mettre dans cet iceberg. Alors cette fois on va partir sur quelque chose de pas essentiellement flippant, juste un petit glitch pour vous que vous pourrez essayer car je ne crois qu'il n'a pas été patché. C'est un glitch plutôt cheat qui va vous permettre d'arrêter n'importe quel tir avec n'importe quel joueur. Pour ce faire c'est très simple, vous allez faire un match ou un défi, c'est comme vous voulez, et vous allez tout simplement activer l'esprit guerrier du personnage de votre gardien. L'esprit guerrier est nécessaire sinon ça ne marchera pas. Vous allez donc donner la balle à l'adversaire afin qu'il essaye de tirer. Vous allez vous diriger votre goal au fond des filets, et si vous avez bien réussi la manipulation, au lieu de vous proposer des styles d'arrêt que vous pouvez utiliser pour arrêter le tir, ça va uniquement vous mettre un hockey à côté sur l'écran. Vous avez juste à appuyer sur le hockey. Votre personnage va faire une main céleste comme si vous allez vous prendre le goal, enfin le but. Sauf qu'en fait, vous allez littéralement arrêter la balle. Donc j'ai aucune raison, je ne sais pas pourquoi il y a ce bug, je ne sais pas non plus pourquoi il n'a pas été patch, mais c'est un bug qui est présent et qui est assez cheaté parce qu'il il permet tout simplement d'arrêter n'importe quel tir, et avec n'importe quel joueur. Bien, donc maintenant on a fini sur la partie des eaux claires, maintenant on va vraiment s'attaquer aux eaux sombres et aux choses les plus flippantes que j'ai pu trouver sur Inazuma Eleven. Donc j'espère que vous êtes prêts, voilà, prenez vos petits popcorn, je sais pas ce que vous mangez, bref, et puis c'est parti. Donc quelque chose que vous devez probablement connaître, et l'une des choses qui a possiblement le plus traumatisé de personnes en regardant Inazuma Eleven, c'est la tentative de meurtre de Redark. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il avait, lors de la finale de la Royal Academy face à Raymond, mis des poutres tombées sur le terrain, ce qui aurait pu provoquer donc des blessés et des morts. Heureusement, comme c'est un coup de mot aussi, et il n'y a eu aucune personne de blessée, mais c'était quand même une tentative de blesser des gens ou de les tuer.
Alors là, c'est un glitch d'un jeu que vous ne devez probablement pas connaître. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, cet argument, je l'ai trouvé en regardant la vidéo de ce youtubeur que je vous conseille du coup grandement, même si c'est en anglais. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce glitch? C'est que en fait, ça marche déjà uniquement sur le tout premier jeu Inazuma Eleven 1 en japonais, donc au Japon en cartouche. Ou alors sur la version Nintendo Shop européenne, vous savez, la nouvelle avec les graphismes où ils ont les hybridés, enfin avec les graphismes améliorés en quelque sorte, même si j'ai pas aimé les nouveaux graphismes. Bref, et c'est très simple, c'est que en fait, ça se passe lors du chapitre 8. Comme vous le savez, le jeu Inazuma Eleven 1 et la série ont quelques différences. Par exemple, pour Jude, il apparaît avant le match contre les gens qui ont Muraille Infinie, alors que dans le jeu, il apparaît bien avant le match, afin de préparer l'éclair pulvérisant, etc. Bref. Et du coup, là, c'est très simple, c'est que en fait, une fois que vous aurez recruté Jude, vous pourrez, par exemple, supprimer, enfin exclure Kevin de votre équipe. Non, attends, attends, là, je refais là. Tu écris le nom dans le cahier et du coup, bah, la personne, elle meurt. Par exemple, c'est qui t'embête? Kevin! D'accord, Kevin. Ok. Tu écris dans le cahier et après tu dis, par exemple, je sais pas, Kevin, il va mourir de... Tombé par terre! Fort! En effet, en fait, le jeu va comprendre que Kevin, c'est comme un personnage random que vous avez recruté, par exemple, parce que vous savez, quand vous recrutez des personnages, vous pouvez les exclure de votre équipe si vous n'avez plus d'espace dans votre inventaire de joueurs, etc. Et là, en fait, depuis le chapitre 2 contre Occulte, Kevin n'aura plus aucune interaction dans le jeu, ce qui fait que du coup, le jeu va comprendre que Kevin est simplement un joueur random. Donc vous pouvez totalement l'exclure de votre équipe alors que il n'y a aucun moyen de le recruter. Et puis voilà. Vous pouvez également faire pareil avec Jude, mais si vous faites ça, je vous conseille de sauvegarder bien avant. Pourquoi cela? Parce que en fait, Jude n'a eu aucune interaction scénaristique avant quand il a été recruté. Du coup, il pouvait être expulsé. Mais si vous le supprimez alors qu'il est censé être présent dans le scénario, le jeu va littéralement bugger. Les dialogues vont galérer à s'ouvrir. Et quand notamment vous allez faire l'éclair pulvérisant, il y aura personne à la place de Jude. Bien évidemment, la présence de Jude est disponible, enfin est nécessaire pour finir le chapitre et également le jeu. Donc la seule option, ça serait de ne pas exclure Jude ni Kevin, ou alors de recommencer depuis le début si vous avez sauvegardé après avoir exclu Jude. Bon là je pense que c'est peut-être que vous devez connaître, ou alors c'est une mini-théorie. Bref, c'est la vérité sur TS4. En effet, pour comprendre ce que je vais affirmer, il suffit simplement de aller retourner dans le film d'Inazuma Eleven Go. On va regarder les dialogues et je vous expliquerai ensuite ma théorie. Pourquoi pas? Ah, regardez ça! Hé, regardez-moi! Quelle drôle de pose! Vous croyez que ça peut être un totem? Hé, Victor, tu avais déjà vu ça avant? On dit que ces statues représentent un des esprits gardiens de l'île. Un esprit gardien? On raconte aussi que sur cette île, on jouait à un sport qui ressemblait au football, où on devait taper dans un ballon. Peut-être que c'est un ballon de football qu'il a sur la tête alors. Si ça se trouve, c'est un esprit du football. Victor? Qui va là? Eh bien, c'était plutôt pas mal. Ne cherchez pas, cette scène n'a jamais été laissée au hasard. En effet, déjà, il y a plusieurs choses qui peuvent affirmer que TS4 est bien l'esprit du sanctuaire. C'est que premièrement, que ce soit dans les jeux vidéo ou même dans la série, il n'apparaîtra uniquement qu'au sanctuaire. Dans le jeu, au sanctuaire, dans la série uniquement dans le film, et dans le Chronostone, il apparaîtra uniquement lorsque vous irez. C'est simplement ça. Et ça n'a jamais été affirmé, donc on peut croire que TS4 est simplement une illusion de la part des gens, c'est juste l'esprit du sanctuaire, et que c'est un personnage qui n'a jamais apparu, et que c'était simplement une illusion. En plus de ça, je suis tombé dans mes recherches sur un wiki représentant tous les personnages décédés d'Inazuma Eleven.
Dedans, il y a Tescat alors qu'il n'est jamais véritablement mort. Puisqu'en effet, il n'a jamais été mort, c'est juste qu'il n'a jamais véritablement existé, étant donné que c'est l'esprit du sanctuaire. Donc cette fois-ci, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus court. C'est en effet la mort d'Arion. Ça a été annoncé et c'est officiel. Arion est mort dans Inazuma Eleven Ares. Alors pourquoi, vous allez me dire? En effet, comme vous le savez très bien, Arion a été sauvé à Okinawa lors de la saison 2 par Axel en voulant sauver Spotter. Mais vous allez me dire, comment ça se fait qu'il est mort dans Inazuma Eleven Ares alors que dans Inazuma Eleven Go Chronostones, il est survie quand même et même Alpha lui a dit. En effet, les développeurs ont annoncé en direct que Arion était décédé des blessures qu'il aura subies et qu'il donc il ne sera pas présent dans Inazuma Eleven Ares Orion puisque son statut c'est décédé. Alors oui, c'est flippant, mais bref voilà, du coup Arion est décédé dans Inazuma Eleven Ares Orion, même si on peut apercevoir des personnages de Go dans Orion, notamment Soldestar à l'hôpital avec Nosaka. Donc quelque chose que vous savez depuis le début, c'est en effet la vérité sur Goldie, puisque Goldie est décédée et n'aurait jamais dû vivre l'époque à laquelle elle a vécu. En effet, spoiler alert, la fin, c'est que en fait Goldie est la mère de Faye et que c'est son père qui est venu le chercher dans le passé afin qu'elle surveille son fils et qu'elle puisse le connaître, puisqu'elle est morte lors de l'accouchement. Ouais, c'est pas ouf, hein. Bref, plus sérieusement, c'est un personnage qui est censé être mort, mais qu'on voit durant toute la série de Chronostones, provoquant énormément de tristesse lorsque on la voit lors de l'accouchement, à la fin, au tout dernier épisode, où elle va décéder. Elle va décéder tout simplement. Bon, également quelque chose que vous devez savoir, c'est sur le tournoi de Galaxy. Oui, on va s'orienter sur la soi-disant pire saison d'Inazuma Eleven, même si moi je l'ai beaucoup aimé, dont notamment de ce que je viens d'apprendre. En effet, comme vous le savez, en réalité, le 11 terrestre va aller se battre dans la galaxie entière pour sauver la Terre. Sauf que vous oubliez que c'est des batailles vraiment acharnées et que si vous perdez, votre planète est censée mourir, se faire détruire et voilà, et donc tuer la plupart de l'humanité ou de son peuple. Et c'est ce qui aurait dû se passer pour la plupart des galaxies auxquelles ils se sont battus. En effet, toutes les galaxies ayant perdu, elles étaient extrêmement tristes, toutes les populations avaient peur, parce que leur destin c'était de mourir. Heureusement du coup ça a été évité grâce à la fin un petit peu bullshitée où ils arrivent avec un ballon de foot à fermer le trou noir, mais de base tous les personnages que l'on connaissait étaient censés mourir par la suite. Encore une fois, c'est un argument qui vient de cette vidéo en anglais, donc je vous invite à la voir si vous êtes fort en anglais. De toute manière, il y a les sous-titres qui peuvent particulièrement vous aider. Et du coup, là, on va s'intéresser à Jim. En effet, Jim, c'est un personnage très sombre, donc notamment on ne voit pas ses yeux, pour représenter son côté ténébreux, son côté calme, durant la première saison. Cependant, si on va chercher dans les fichiers du jeu, Jim a des yeux. Oui, bon, c'est un petit peu flippant, je sais pas si on peut dire que c'est des yeux, mais voilà, les développeurs avaient prévu des yeux pour Jim, je ne sais pas pourquoi, sûrement parce que les autres personnages en ont et que lui il n'en a pas, mais Jim devrait avoir ses yeux, en tout cas dans Inazuma Eleven 1, le jeu vidéo. Un bug un peu plus courant qui vous est sûrement déjà arrivé, vous devrez savoir que lorsque vous taclez par exemple dans Inazuma Eleven Ghost Strikers 2013, les personnages poussent des cris ou de leur voix, etc. pour représenter qu'ils sont vraiment en train de jouer au football. Il y a un gros bug sur ça, dont notamment celui sur Goldie. En effet, si vous arrêtez pas de tacler un personnage, il se peut que le jeu va littéralement bugger et que la voix de Goldie va ne pas arrêter de résonner. Alors c'est un petit peu chiant et c'est pas essentiellement flippant, mais ça s'arrêtera uniquement lorsque vous marquerez un but pour la plupart du temps, ou alors que vous lancez directement votre jeu depuis le début.
Donc la mort de Mekamark. Alors Mekamark, c'est un personnage qui apparaît uniquement dans Inazuma Eleven Go Chronostones. Et c'est un robot qui veut représenter Mekamark en fait. Bon, après il n'a pas la même puissance et les mêmes super techniques, ce qui est très cool et très divertissant. Et lors du match Eldorado de l'équipe 2, et ben en fait c'est Mekamark qui va mourir sur le terrain. Oui, en effet il va mourir parce que en fait il va vouloir arrêter un ballon qui est malheureusement beaucoup trop puissant. Et voulant mettre absolument toute sa force, et ben le robot va se détruire. Et après il n'y aura plus aucun gardien. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui m'a un petit peu touché, genre quand je l'ai vu, ça m'a fait quelque chose, genre vraiment ça peut être choquant quand t'es petit, voilà, surtout que bah ça fait penser à Marc, même si c'est un robot et qu'on le voit quelques secondes. Mais bref voilà, du coup je voulais la mettre et on passe à la chose suivante. Je me devais également de mettre la mort du robot de Redark. En effet, elle est très similaire à celle de Mekamark, puisqu'elle se passe également en plein match. En effet, Redark va se faire passer du coup pour un robot, et donc, elle va jouer le match en utilisant des super techniques méga connues, comme par exemple la tornade de feu ou le manchot empereur, c'est un exemple. Et il va se faire, le robot du coup va se faire exploser en quelque sorte par un laser satellite. Et du coup voilà, donc c'est une scène comme Mekamark qui m'a beaucoup marqué. Et pour les plus jeunes, bah ça peut être assez choquant en fait. On passe maintenant au dernier truc de la vidéo. Enfin le dernier truc, il y a également un bonus que je vous présenterai à la fin qui a également été présenté dans mon introduction. En effet, du coup, on va parler d'un glitch sur Inazuma Go Chronostones que vous ne devez probablement pas connaître. En effet, vous savez, dans Inazuma Go Chronostones, pour aller chercher Sor, il faut aller dans la préhistoire. Jusqu'à là, rien d'anormal, sauf qu'il y a une particularité insolite que vous avez probablement dû vous amuser à faire sur le jeu, c'est faire des défis et jouer au foot avec des dinosaures. Donc pour le coup, on va pas se mentir que c'est extrêmement chiant et que malgré que ce soit insolite, c'est un peu compliqué de jouer au foot avec des dinos. Mais il y a un glitch vous permettant de défoncer les gravités du jeu. En effet, il suffira simplement d'aller dans un coin, vous n'allez pas arrêter de tirer sur le mur invisible, c'est comme ça que j'appelle. Et tout simplement, les dinosaures pourront pas vous intercepter la balle, et du coup ça fera plein de ratés. Les dinosaures pourront absolument pas vous toucher, et ça va pas arrêter de faire que des ratés. Au fur et à mesure, la manipulation va prendre place, et le jeu ne va plus rien comprendre, et vous allez pouvoir traverser le mur invisible. Ce qui n'est pas censé être le cas car vous avez toujours des limites, et là votre personnage pourra aller n'importe où, même partir dans des endroits que vous ne pouvez donc pas voir parce que le jeu n'est pas censé être là. Vous avez juste à aller derrière le but et marquer un but. Et les dinosaures ne pourront même pas vous toucher car le problème des ratés sera toujours présent. Donc on a fini sur tout ce qui est licence, que ce soit jeux vidéo, etc. Du coup maintenant je vais passer un petit bonus, en fait c'est l'image que je vous ai mis au début dans mon introduction. Donc on peut voir tout simplement le Raymond 1 de façon redessinée très réaliste, pris en photo comme étant des criminels. Alors c'est une creepypasta que j'ai vue sur un site internet en faisant mes recherches pour cette vidéo, et je voulais la mettre parce que c'était très très amusant de voir ça et de voir un autre côté un petit peu plus flippant d'Inazuma Eleven. Donc voilà, les creepypastas d'Inazuma Eleven, j'en ai pas vu beaucoup et je crois que ça existe. Peut-être que je ferai une vidéo consacrée dessus, ça pourrait être très intéressant. Et voilà. D'ailleurs, en parlant des creepypasta, j'en ai trouvé une extrêmement passionnante. Et je pense que je ferai prochainement une future vidéo sur des fanfictions d'Inazuma Eleven. Donc soyez présents. En attendant, la fanfiction que j'aimerais beaucoup étudier avec vous, c'est la fanfiction que je vous mettrai dans la description. Vous pourrez ainsi la lire et vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. C'est une creepypasta et on va suivre l'histoire d'un mec qui s'appelle Antoine et qui va simplement au début jouer à Inazuma Eleven 2 Tempête de Feu par pure nostalgie et qui d'un coup son jeu va se transformer en terreur. Bref, je vous en dis pas plus, le lien est dans la description avec également le youtubeur auquel j'avais parlé tout au long de cette vidéo. Et sur ce, je reprends. C'est donc sur ceci qu'on va se quitter et qu'on va mettre fin à cette vidéo qui durera quand même assez longtemps. Donc là je suis à peu près 27 minutes d'enregistrement.
Et donc voilà, donc j'espère énormément que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment un concept que j'ai vu nulle part et je me suis dit pourquoi pas être le premier youtubeur à en faire, voir même vos réactions. J'attends vos commentaires avec ce que vous pensez de mes arguments, des choses que j'ai pu dire dans cette vidéo. Voilà. Donc je pense qu'avec 27 minutes vous allez être assez servi. Je reviendrai probablement dans 2 semaines pour des vidéos un peu plus sur les jeux vidéo, etc. un peu plus à chaud. Bref voilà, et du coup je dis merci beaucoup à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin et qui ont perdu quand même 30 minutes de leur temps pour m'écouter pour des vidéos Inazuma Eleven. Donc merci beaucoup à vous tous, à tous ceux qui ont probablement pas eu la flemme et qui ont regardé cette vidéo en entière. Sur ce, on se retrouve très bientôt, voilà, j'ai vraiment prévu de faire beaucoup de vidéos pour la fin 2021 et notamment pour 2022. Et du coup moi je vous dis à la prochaine, c'était Ryan, allez bye.